Marché action, marché obligataire, tour d'horizon technique, États-Unis, Europe, Chine. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le 22 janvier 2024. Je vous propose de faire un point sur cette consolidation du marché action, cette consolidation du marché obligataire pour les États-Unis, pour l'Europe. Et en ce qui concerne le marché action chinois, je ferai un focus sur les grands indices boursiers chinois qui sont en bear market. Faut-il revenir à l'achat? Faut-il attendre un support? On parlera de Shanghai, on parlera de Shenzhen. Alors, vous savez, déjà, il n'y a rien de surprenant à ce qui se passe. Le marché simplement retrace les grandes tendances observées en fin d'année 2023, mais il y a quand même une interrogation. Il y a un véritable affrontement entre, d'une part, les banques centrales et d'autre part, les grandes entreprises, les grands asset managers de la haute finance occidentale, états-unienne surtout. Le débat est le suivant. La haute finance s'est persuadée que les banques centrales étaient pressées de pivoter, de baisser les taux. Peut-être dès les réunions monétaires pour la Fed et la BCE du mois de mars. Mais les banques centrales, elles, ne cessent de dire que oui, effectivement, elles couperont les taux cette année. Quoique certains membres votants, mais ils deviennent minoritaires, disent qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Mais globalement, le message est nous allons faire des rate cuts. Sauf que les banques centrales disent pas en mars. Stop to dream. Ou stop dreaming, je ne sais plus. Mais elles disent plutôt au printemps. Madame Lagarde dit cet été. La Fed, davantage sur la réunion du mois de mai. Mais mars, non. C'est ça en fait le débat. Les banques centrales semblent ne pas être pressées. Et elles cessent de lire, d'autant plus que, vous l'avez noté la semaine dernière, la résilience, l'étonnante résilience qui sème un peu l'interrogation, l'effroi chez certains asset managers, la résilience de l'économie américaine. Cette résilience de l'économie américaine en particulier, de la consommation des ménages. Alors, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Verre à moitié plein, pas de récession, donc c'est le soft landing, donc une désinflation avec une croissance économique qui reste présente. Vive le capitalisme états-unien, on est très loin de la dynamique macroéconomique au sein de la zone euro. Pour la Suisse, c'est à part. Et le verre à moitié vide, cette résilience macroéconomique américaine, même l'indice de confiance des promoteurs immobiliers se redresse. Je vais vous expliquer pourquoi. Le verre à moitié vide, c'est de dire cela pourrait créer des pressions inflationnistes. Et alors là, le marché se pend. C'est son pire cauchemar. On ne veut plus entendre parler de seconde vague d'inflation potentielle. Je vous renvoie vers le Top Gun que j'ai fait la semaine dernière sur ce sujet. Je ne vais pas faire le perroquet. Là, nous allons faire surtout, alors le plan qui va s'afficher ici sous vos yeux, voilà ce qu'on va faire. Alors, je fais juste un slide fondamental. Voilà, je ne vais pas trop vous saouler avec tout ça. Donc, l'étonnante résilience de l'économie américaine, ce débat entre les banques centrales et la haute finance, le pivot mars ou mai, bon, là, on va faire surtout de l'analyse technique et cette fois-ci de manière complète. Donc, après cette introduction fondamentale, je vous fais un diagnostic sur les indices US. Donc, le SP500, le Russell et le Dow. Et j'utiliserai le chartisme, le fractal d'Ishimoku, le sentiment, le commitment of traders. Troisième partie, focus sur l'action Nvidia. C'est le baromètre de l'euphorie boursière. C'est le baromètre, c'est celui, l'action Nvidia, tous ces signaux techniques aussi. Alors, ça représente l'euphorie, c'est l'excès d'optimisme à la fois fondamental et technique. Mais pourquoi faire un focus sur Nvidia? Parce qu'Nvidia a donné le top départ de la tendance haussière en 2023 et c'est Nvidia qui donnera le clap de fin. Et techniquement parlant, il n'y a pas encore de clap de fin sur Nvidia. Ça a plutôt tendance à nous dire que là, ce que fait le marché action, c'est plutôt une phase de transition latérale. Vous connaissez mon scénario de trading range, de l'ABC. Bon, on est dedans. Et d'ailleurs, il faut laisser le temps aux indicateurs techniques de se dégonfler. Rappelez-vous le surachat, le sentiment, le quantitatif. Je refais un suivi, vous allez voir si ça marche super bien. Ça se dégonfle comme prévu, tranquille. Mais voilà, il faut avoir un focus sur Nvidia. On va même faire de l'analyse fractale sur Nvidia. Les indices boursiers européens, allez, un mot sur Eurostock 50, le DAX et le CAC. Pour une fois, je traite ces indices, je vais les traiter de plus en plus d'ailleurs. Pareil, jusqu'où le retracement. Indice boursier chinois, Shenzhen, Shanghai, en bear market, que des cassures de support. Jusqu'où? Car il faudra cette année revenir à l'achat sur les indices boursiers chinois. Mais à quel support?
À quel niveau de support? Obligations, taux d'intérêt. Je ne m'inquiète pas, outre mesure. Ce retracement du prix des obligations, c'est une opportunité pour ceux qui ne sont pas rentrés. Jusqu'où vont rebondir les taux d'intérêt? Voilà donc ce qui va nous occuper dans cette nouvelle édition du Top Gain, en espérant que vous appréciez toujours. Passez un peu de temps comme ça avec moi, tranquillou. Et donc, première partie, l'étonnante résilience de l'économie américaine inquiète un peu la haute finance. Alors oui, je dis inquiète un petit peu la haute finance. Alors, démarrons les enseignements fondamentaux de la semaine passée, puis faisons un tour d'horizon des temps forts macroéconomiques de la semaine. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est une semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux, avec les indices PMI, qui sont ces indicateurs avancés très respectés par la haute finance, et la mise à jour de l'inflation PCE aux États-Unis. Oui, encore l'inflation. Bon, mais la semaine dernière, vente au détail, confiance des promoteurs immobiliers aux États-Unis, production industrielle, toutes les courbes qui frôlaient le zéro, qui flirtaient avec le taux de croissance annuel de 0%. Chut, des petits rebonds partout. C'est ça le capitalisme américain. Il est plein de ressorts, il est plein de surprises. Et donc, cela inquiète un peu la haute finance. Car ça, ce n'est pas inquiétant dès lors que ça permet d'avoir des bénéfices. Ça devient inquiétant si l'inflation rebondit à cause de ça. Et en particulier, et je vous en ai parlé en détail la semaine dernière, vous pouvez reprendre la vidéo Top Gun, l'inflation des services qui est encore beaucoup trop haute. Bon. Alors, donc, vous avez ici sur la droite des premières illustrations. Première illustration, regardez, je vous en ai énormément parlé de la production industrielle américaine parce qu'elle fait notamment partie d'un modèle de probabilité de récession qui est celui de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Ça flirtait, on avait basculé, le marché avait basculé sous zéro et regardez, un beau rebond. Alors, bon, on aurait pu, la haute finance n'aurait pu pas s'inquiéter si ça avait été la seule chose. Mais les ventes au détail, regardez le graphique en bas à droite. On flirtait avec zéro et rebond. On évite le scénario des récessions comme celle de la crise sanitaire ou celle de la crise financière de 2008. Et ça, c'est pas anodin. La production industrielle, c'est tangible. Même si c'est que 19% du PIB américain, c'est tangible, c'est concret. Les ventes au détail, c'est la consommation des ménages. En bas, vous avez 70% du PIB US et là, vous en avez 19%. Donc, voilà. Il y a une véritable résilience de l'économie américaine. Et mieux que ça, alors, le secteur immobilier qui a été ravagé par l'explosion des taux d'intérêt, en particulier des taux d'intérêt hypothécaires. Car, comme vous le savez, aux États-Unis, la plupart des crédits immobiliers sont des taux d'intérêt hypothécaires. C'est-à-dire qu'en face du crédit immobilier, le bien immobilier est mis en hypothèque, ce qui est peu fréquent en France, par exemple, très très peu fréquent. Bon, ces taux immobiliers hypothécaires, sur 20 ans, c'est monté à 7-8%. Ça a commencé à baisser. Eh bien, regardez la confiance des promoteurs immobiliers aux États-Unis, qui entament un petit rebond. Un petit rebond, alors, vous voyez, c'est allé dans le sens de ce rebond de la production industrielle, de ce rebond des ventes au détail, du marché du travail qui reste encore assez résilient, et même aux États-Unis, les promoteurs immobiliers, moi je suis allé voir en détail ce qu'ils racontent, et ce qu'ils racontent, c'est que, voilà, on commence à voir un petit regain d'arrivée d'acheteurs avec cette petite baisse des taux du marché, incroyable ressort de l'économie américaine. Le problème, c'est que ça c'est bien pour les bénéfices des entreprises. Mais c'est pas bien si ça crée une seconde vague d'inflation. Voyez un peu à travers quoi il faut jongler. Donc ça, c'était un peu le bilan de la semaine passée. Maintenant, cette semaine, il y a donc un certain nombre de temps forts. Cette semaine du lundi 22 janvier est très importante sur le plan de la croissance économique prospective et sur le plan des anticipations d'inflation, avec la mise à jour des indices PMI et l'inflation PCE. Alors là, c'est vraiment majeur. Dites-vous bien une chose, c'est que on a vraiment ce débat banque centrale versus haute finance. La haute finance pense que la Fed pivotera en mars. Bon, très bien. La probabilité a quand même baissé du fait de ces statistiques américaines, mais c'est quand même 60%. Or, la Fed, elle nous dit plutôt, ce sera au mieux le 1er mai, plus probablement le 12 juin. C'est ce que dit aussi d'ailleurs la BCE. Et donc, l'évolution des taux du marché
en découle directement. Et rappelez-vous, la corrélation inversée reste intacte entre la tendance du marché action et celle des taux obligataires. C'est le rebond des taux obligataires depuis quelques séances qui entretient cette phase de consolidation du S&P 500, qui certes a atteint l'objectif de cours, qui est sous ses records historiques, ça c'est la partie technique, j'y viens. Donc voilà, alors cette semaine, soyez hyper attentifs à la mise à jour mercredi des indices PMI, qui sont les indicateurs, les forward-looking indicators les plus respectés par le marché. Et là, ça va être très important parce que je vous rappelle que le PMI manufacturier aux États-Unis évolue quand même sous 50. 50, c'est ce qui sépare la zone d'expansion de la zone de contraction depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, donc c'est pas non plus exceptionnel. Il va falloir aussi regarder la mise à jour du PMI composite des États-Unis, qui fait donc cette synthèse entre l'activité des services et l'activité industrielle. Et là aussi, l'indicateur, ce forward-looking indicator flirte avec le niveau des 50. Voilà ce qu'il se passe en récession. Vous avez l'exemple de la récession de la crise sanitaire. Il y a bien sûr aussi la composante des services qu'il faut suivre de près. Et là aussi, la dynamique. Là, vous avez la récession de 2001-2002. Là, la crise financière. Ici, la crise sanitaire. Donc, alors, voilà, le marché maintenant va, pour chercher à se projeter, plus que jamais, va accorder de l'importance à ces forward-looking indicators. Voilà, donc alors maintenant on passe à toute la partie technique. Là ça va être chargé. Donc point technique sur l'indice S&P 500, Russell 2000, Dow Jones, chartisme, sentiment fractal, Ishimoku quantitatif et rapport côte. On commence donc par ça. Alors, on commence par ça. Oui, n'oubliez pas la mise à jour de l'inflation PCE ce vendredi. Sachant que elle est à 2,6 en nominal, 3,2 en sous-jacent. Et voilà, le marché envisage, selon l'algorithme de la Fed de Cleveland, a un recul à 3,02 pour l'inflation sous-jacente. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est bien sûr à suivre. Alors, le S&P 500, on va y passer un certain temps. L'objectif de la vague 5 est fait. Bon, là, je vous ai remis une extension de Fibo. Il y a plusieurs façons de calculer les objectifs de la vague 5. Là, vous avez le point bas. Donc, je vous remontre tout. Du point bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4, ça donne cet objectif. On peut aussi projeter l'amplitude totale de la 1 au bas de la 4 et on a une 5 qui fait une fois la 1. C'est encore une façon, donc c'est une deuxième façon de trouver l'objectif de cours. Et on peut aussi projeter 0,618 de la 3 au bas de la 4. Boum, incroyable, tout est là, tout est là. Donc c'est logique d'y passer un certain temps. Alors maintenant, passons à l'analyse technique court terme avec les nouveaux records historiques des indices boursiers américains qui affichent leur résilience lors de la séance de vendredi. Alors tout d'abord sur le Nasdaq, puisque c'est vraiment la tech qui porte cette tendance haussière, un objectif important est en passe d'être atteint ici. Vous avez l'objectif usuel, le plus usuel pour une vague 5, à savoir 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Donc attention ici, une target qui va être atteinte, là, qui l'est quasiment sur le Nasdaq 100. Tout l'enjeu maintenant de cette nouvelle semaine est de confirmer ce breakout. Nous ne savons pas encore si c'est un piège technique, ou pas. De la même façon, le S&P 500 a donc terminé une correction ici en ABC et reprend sa marche en avant. Tout l'enjeu est de savoir, voilà, s'agit-il d'un piège technique ou s'agit-il de la poursuite du développement de cette vague 5 qui aurait la capacité d'aller plus haut. Et ça, nous en saurons davantage dès le début de semaine, savoir si le marché va confirmer ou effacer cette séance de vendredi avec ses nouveaux records historiques. Piège technique ou pas, la réponse est imminente. Bonne nouvelle, le réservoir des acheteurs, selon l'enquête AAI, a commencé à se dégonfler, mais il est encore trop haut pour obtenir la fin de la consolidation, mais on est vraiment dans une phase de dégonflement comme anticipé. De la même façon, excellente nouvelle, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, comme je vous en ai parlé depuis 2 semaines, qui était en zone haute, comme prévu, commence à se dégonfler, mais il faut attendre un retour ici, donc là aussi, patience sur ce S&P 500. Après, je regarde les données du rapport Commitment of Traders, le positionnement institutionnel sur le contrat futur S&P 500. Il n'y a pas d'augmentation des positions short, donc ça va dans le sens d'une phase de pause qui peut durer un certain temps, peut-être tout le mois de janvier, avant de repartir. Maintenant, vous regardez d'autres indices. Si vous prenez l'indice Dow Jones,
des valeurs industrielles. Là aussi, on se maintient au-dessus des anciens records historiques. Voilà, le marché peut tout à fait venir travailler cette zone avant de repartir. Avant de repartir. Donc, là, ça serait simplement un phénomène de pullback ici sur le dos. Si vous reprenez le Russell 2000, les small et mid cap américaines, bon voilà, le marché a tapé le haut du range. Là, je pense que le marché a tapé le haut du range. Il peut donc, ici, on le voit mieux, il était venu en fait taper cette zone, hein, qui était la grosse zone de point bas de 2021-2022. Après avoir tenu ce support, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a ici une phase. On a ici une phase de retracement, peut-être le 50%, avant de repartir. Donc tout ça finalement reste assez bien construit. Tout ça, mais là aussi, il y a encore de la place. Attendez au moins que le RSI revienne sous 30. Donc voilà, c'est une phase de pause sur les indices US et il faut laisser le temps au temps. Alors, l'action Nvidia Corporation, ultime baromètre du début et de la fin de l'euphorie boursière. Alors pourquoi déjà, Nvidia, vous avez ici le classement des capitalisations boursières aux États-Unis. Microsoft avec ses 2900 milliards de dollars, hein, c'est quasiment le PIB de la France. Apple, Alphabet, Amazon et Nvidia arrivent à la 5e place avec 1400 milliards de dollars. Vous savez, Nvidia fait de nouveaux records historiques. Pour moi, c'est le baromètre ultime. C'est le baromètre ultime. Regardez-moi cette tendance haussière complètement incroyable. Tant qu'elle n'est pas interrompue, le marché, il n'y a pas de risque de crack. Tout a commencé avec Nvidia. Et il y a notamment ici la cassure des records historiques au printemps 2023. La cible théorique de la vague 3, elle est là. On a une 1, une 2, une grande 3, on a fait une 4 classique en ABC et là on est dans la 5. La cible théorique, ça reste les 630-650 dollars. Alors après, le marché peut faire des pauses, des pullbacks, mais tant qu'on n'a pas un signal, c'est vraiment, ça représente toute l'euphorie. Regardez maintenant, en termes de valorisation, Nvidia a un PE de 74. 74 fois les bénéfices des 12 derniers mois. On est à la fois dans l'excès fondamental, nous sommes dans l'excès technique, et c'est pourquoi pour moi c'est un superbe baromètre, et viendra un jour où il y aura une cassure de support. Viendra un jour où Nvidia cassera par exemple ce support. Ce jour-là, ce sera le signal de la fin du bull market. Regardez en termes de moyenne mobile, il y avait eu le Golden Cross de 2019, le Death Cross de 2022, le Golden Cross de janvier 2023, moyenne mobile à 50 jours au-dessus de moyenne mobile à 200. Voilà, arrivera un jour où il y aura à nouveau un Death Cross, arrivera un jour, alors là, on est dans un autre canal, ça va temporiser un peu, mais arrivera un jour où on cassera ce support, et là, vous aurez le signal vraiment de la fin de cette reprise des marchés actions. C'est vraiment un baromètre à suivre de très près. Et bon, sur le plan fractal, il semble que l'objectif de cours final pour cette année, soit encore un peu plus haut. Et donc, au stade actuel, les éventuels retracements posent, comme le marché en fait souvent, regardez en journalier ici, revenir sur ce support serait une opportunité. Donc ça, c'est vraiment un titre à suivre d'extrêmement près, et je voulais insister là-dessus, pour ceux qui font de l'analyse technique, un très beau baromètre. Indice européen, quelle amplitude de retracement Eurostoxx 50, DAX et CAC 40? Alors, écoutez, le premier réflexe à avoir lorsque vous vous intéressez aux indices boursiers européens, c'est de vous intéresser au contrat futur Eurostoxx 50. C'est le contrat futur indice européen le plus tradé par la finance européenne. Alors, le marché marque une pause. Pour quelle raison? Écoutez, la raison est technique, là encore. Vous prenez le contrat futur, ici Eurostoxx 50, et je vous montre donc le niveau. Le marché a simplement tapé son record de 2007. Regardez. Voilà. En début d'année, le marché est venu. Donc, c'est pas rien. Le record de 2007 sur le contrat futur indice boursier européen le plus tradé par les asset managers en Europe. Donc à partir de là, on entame un retracement. Tout l'enjeu maintenant, alors on retrace quoi en fait? On retrace cette impulsion. Là, vous avez l'ancien record de 2021, le marché retrace cette impulsion. Là aussi, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser aux indicateurs de momentum le temps de se dégonfler, au moins au RSI de revenir tout en bas. Et si vous prenez donc cette impulsion ici sur l'Eurostoxx 50 qui est décomposée en journalier, voilà, le marché va sûrement retracer entre 38,2 et 50, attendre la MM200 avant de repartir.
Donc ça, c'est le benchmark. Vous avez exactement la même situation pour le DAX, qui lui est au contact de ses records historiques et qui devrait au bas mot revenir tester son ancien record ici de novembre 2021, les 16 000, et par là trouver le soutien des retracements de Fibo, trouver le soutien d'AMM200 avant de repartir. Vous avez sur le CAC 40, alors le CAC 40 qui retrace un peu plus profondément du fait de sa composition, et en particulier des valeurs de certains secteurs, notamment le secteur du luxe, qui souffrent de la tendance boursière, de la tendance baissière des marchés actions en Chine. C'est la prochaine partie. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps aux indices boursiers européens de se... alors pour le SMI, c'est vraiment un cas à part. Vous savez, le SMI, pour ceux qui sont positionnés dessus, qui sont déçus, pour proposer une impulsion haussière, il faut faire sauter ce verrou. Vous voyez, le verrou des 11 264 points, qui correspond parfaitement à ce niveau avant le choc ici de la crise sanitaire. Et voilà, on voit bien que c'est ce qui capte actuellement le marché, et c'est ici. Bon, l'idée sur le SMI, c'est, je pense que c'est travailler cette zone-là. Il y aura sûrement une tentative plus tard. Mais là aussi, on fait pour l'instant un range qui consolide cette impulsion. Mais voilà, il y a un vrai verrou à faire sauter à 11 264 pour espérer tenter quelque chose de plus de mieux. Alors, le marché action chinois, là, c'est le bear market. Je vous en ai parlé lorsque je vous ai fait le bilan de l'année dernière. Tous les indices boursiers du monde étaient en hausse, sauf les indices boursiers chinois. Ils sont en bear market, ils cassent des supports. En plus, la Banque centrale de Chine semble ne plus vouloir baisser davantage ses taux, sachant qu'elle l'a quand même déjà beaucoup fait. Pourquoi? Parce que ça met sa devise sous pression. Or, ça crée des fuites de capitaux. Et la Chine en a assez de voir le yuan renminbi se déprécier face au dollar américain. Donc, alors là, bien sûr que la Banque centrale injecte encore des liquidités, mais en termes de coût de financement, elle a mis le haut là, et ça entretient la baisse des indices boursiers chinois. Il faudra, à mon humble avis, revenir cette année à l'achat sur les indices boursiers chinois, mais pas n'importe où. Alors on va regarder les niveaux techniques à la bourse de Shanghai et à la bourse de Shenzhen. Donc à la bourse de Shanghai et à la bourse de Shenzhen, vous avez donc deux gros indices boursiers à suivre. Commençons par Shanghai. Faut-il revenir à l'achat? Alors, vous avez, il y a un certain nombre de choses. Vous avez déjà ici la vue en mensuel, la vue de long terme en mensuel. Le niveau qui serait parfait, c'est 2400 points. Tout le monde voit. C'est ce gros niveau horizontal avec, qui rejoint des grandes lignes de tendance de long terme. Ça, ce serait le niveau parfait. On est quand même à 2008. Donc, est-ce un peu tôt pour entrer? En données hebdomadaires, vous voyez donc, alors vous retrouvez ici les 2004 de l'indice de Shanghai, le SSE Composite. Là, vous avez un niveau que le marché est en train de travailler. Alors, on voit qu'il y a des tentatives de rebond d'acheter ce niveau. Moi, je ne serais pas surpris que le marché tend... En fait, il y a deux hypothèses. Soit la haute finance décide et parvient à défendre ce niveau, valide des divergences haussières. Il faut des dives. Ici, on avait une belle div en hebdo. Peut-être qu'on va arriver à faire une div. Là, ce n'est pas encore le cas en hebdo. Ça commence à être le cas un peu en daily. Mais le daily, c'est le court terme. Donc, moi, je pense que, voilà, soit le marché arrive à s'accrocher à cette zone, la réintègre, et c'est bon, le point bas est fait, et on n'ira pas chercher ça, sachant que ça, ce serait vraiment le point d'entrée optimal, mais il est quand même bas. Soit ça casse sérieusement et le potentiel de baisse, c'est jusque-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même analyse sur la bourse de Shenzhen, où, regardez, en mensuel, le support technique évident est ici, à la bourse de Shenzhen. Le support technique évident est ici, à 7300 points, ça fait bas. Il n'y a pas de divergence encore en hebdo, on commence à avoir des divergences en daily, donc ça nous dit que le marché devrait quand même tenter de s'accrocher un peu ici, mais... Voilà, on le voit bien aussi en hebdo, la zone parfaite. Tout le monde aimerait. Là, franchement, si l'indice de Shenzhen se présente sur ce support, ce serait une superbe opportunité. Une superbe opportunité. Mais on n'y est pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Donc, il y a un problème, si vous voulez, il y a un problème global de toute façon de déflation en Chine. Il y a un problème global de déflation et la Banque centrale et le gouvernement chinois, malgré les injections, n'arrivent pas encore à s'en sortir parce qu'il y a du deleveraging à faire, notamment le secteur immobilier qui est surendetté.
il y a une augmentation du chômage, le consommateur chinois n'est pas encore revenu dans sa forme d'avant la crise sanitaire, et d'ailleurs, le niveau des importations chinoises, qui sont quand même un moteur de l'économie mondiale important, le niveau des importations chinoises en 2023 est en repli par rapport à 2021 et 2022. Donc il y a un vrai sujet ici sur ce marché action chinois. Moi, j'aurais tendance à rester prudent, car les gros niveaux techniques sont plus bas. Même si, à court terme, en journalier, semblent se profiler des divergences journalières, pour anticiper la fin d'un bear market, il faut un signal au minimum sur l'horizon de temps hebdomadaire. Et donc, voilà, je vais vraiment mettre ça sous haute surveillance et je vous referai le point chaque semaine dans le Top Gun sur ces marchés actions chinois. Alors, obligations et taux d'intérêt, le temps de l'interrogation sur le timing du pivot. Je vous ai beaucoup parlé l'année dernière de cette opportunité sur le marché obligataire. Il y a eu un beau rebond. Maintenant, ça retrace. Pas de panique. C'est un retracement et c'est très bien. Avec toujours cette corrélation inversée entre le prix des obligations et la tendance des taux d'intérêt du marché. Après 3 mois de baisse, les taux d'intérêt du marché sont entrés en rebond technique depuis des gros supports techniques hebdomadaires. C'est logique. Avec bien sûr ce narratif d'une incertitude sur le timing du pivot. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas à un pivot au mois de mars, mais davantage au printemps, ce qui va donc causer un rebond des taux obligataires, un retracement du prix des obligations, probablement retracer 50% de toute la hausse depuis octobre dernier, et là, je pense qu'on trouverait un support. Alors, on va regarder quelques exemples d'obligations, que les choses soient bien concrètes pour vous. Alors commençons par les taux d'intérêt. J'ai aussi oublié de vous dire, il y a un beau support sur le VIX. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qui vont dans le sens de cette pause du marché action. Voilà, vous prenez l'analyse technique du rendement obligataire à 10 ans américain. Le vrai retournement baissier, c'est lorsqu'on passera sous le nuage Ichimoku, comme on avait fait ici en 2018. Là, on vient de l'atteindre, c'était la cible, donc rebond technique. Vous prenez le rendement obligataire à 2 ans aux États-Unis en données hebdomadaires, le vrai retournement, c'est lorsqu'on cassera le nuage, comme ici en 2018. Là, on vient de l'atteindre, donc rebond technique. Il n'y a rien de surprenant. Alors, ces rebonds techniques peuvent effectivement se déployer davantage, et maintenant, si l'on passe plus concrètement sur le prix des obligations, on va en regarder plusieurs. Regardons par exemple le TLT. Le TLT, voilà. Il y a eu donc, depuis, ça c'était le niveau que je vous montrais l'année dernière, il y a eu donc ce gros première phase de rebond depuis le support historique, précédé des divergences. Voilà, impeccable. Maintenant, on a eu cette impulsion et on retrace. Moi je pense qu'au minimum retracer par là, vers ce niveau, ici, qui est un niveau de chartiste. Voilà, je pense que le marché peut retracer 50% et ensuite repartir. Et vous avez d'ailleurs, alors je peux prendre aussi celui à 10 ans. Typiquement, moi, un scénario que je verrais bien sur celui à 10 ans, c'est ça, et ensuite repartir. Voilà, ici on a un beau niveau. C'était ce niveau ici en hebdomadaire qui est assez limpide. Et là aussi, on voit qu'il y a encore de la place pour le RSI journalier de baisser. Et c'est pareil pour le TLT. Donc, il va falloir attendre un dégonflement des indicateurs dans cette zone pour ensuite envisager un redémarrage de la tendance haussière de ces obligations. Voilà, chers amis, ainsi s'achève ce tour d'horizon technique sur le marché action et le marché obligataire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, que je les lis tous, ça me permet moi de faire évoluer cette émission. Et je vous remercie de votre attention. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous.